Lorsqu'Alexandre a demandé le divorce après 15 ans de mariage, moi, Camille, j'ai accepté en silence et j'ai signé les papiers. Il fêtait sa liberté avec sa maîtresse dans un restaurant que nous fréquentions souvent. Quand je me suis approchée de leur table avec un sourire chaleureux et j'ai dit « Félicitations pour ta nouvelle liberté ». J'ai glissé une enveloppe sur la table et en lisant le résultat du test ADN, son sourire assuré s'est évanoui. Le rapport prouvait qu'une trace de rouge à lèvres vif se trouvait sur une chemise blanche immaculée. Et c'est à cet instant précis que notre mariage s'est effondré, non pas dans un éclat de voix, mais dans le silence d'une vérité cachée. Je suis restée figée dans notre dressing, tenant la chemise d'Alexandre avec des mains tremblantes. Je me souviens parfaitement de ce jour. Un mardi, à 9h17 du matin, alors que nos jumeaux étaient déjà à l'école et que notre fille prenait des cours de piano. J'étais en train de préparer les vêtements pour le pressing quand j'ai remarqué le sac de sport d'Alexandre, dissimulé derrière ses chaussures de ville impeccables. La fermeture éclair était entr'ouverte, laissant entrevoir une chemise froissée qu'il prétendait avoir portée lors d'une urgence à l'hôpital la veille au soir. La tache n'avait rien d'un accident médical. Aucun médecin n'entrerait en salle d'opération avec une tache aussi vive. Avant de poursuivre sur cette découverte bouleversante, j'aimerais t'inviter à rejoindre notre communauté d'histoire. Si les récits de force face à la trahison te touchent, abonne-toi pour soutenir d'autres témoignages de femmes qui reprennent le contrôle de leur vie. Voyons maintenant comment cette existence apparemment parfaite a commencé à se défaire. Mon cœur battait la chamade, tandis que 15 ans de mariage se résumaient en une seule preuve accablante. Le docteur Alexandre Martin, un chirurgien cardiovasculaire de renom, père de nos 3 enfants et l'homme que je croyais connaître, cachait un secret. Les marques d'une autre femme étaient présentes sur ses vêtements. La vie idéale que je m'étais imaginée s'est effondrée devant mes yeux. Pendant des années, les collègues d'Alexandre nous considéraient comme le couple parfait. Lui, avec ses mains habiles sauvant des vies chaque jour, et moi avec mon soutien sans faille pour notre famille. Notre maison, située dans un quartier huppé du 17e arrondissement de Paris, avec son joli jardin et sa clôture blanche, ressemblait à une scène de film, incarnant le rêve français. Lors des événements organisés par l'hôpital, il se vantait en déclarant « Camille rend tout possible », tout en m'entourant de son bras avec fierté. Je me souviens qu'il tenait une coupe de champagne comme si de rien n'était. Je croyais ne pouvoir vivre sans lui. Même si les épouses des autres médecins souriaient poliment, je pouvais percevoir leur jalousie dans leurs regards. Nous avions tout, 3 enfants formidables, la sécurité financière et un partenariat qui avait survécu aux années difficiles de la fac de médecine, de la résidence et de l'ascension professionnelle d'Alexandre. Du moins, c'est ce que je pensais. Aujourd'hui, en repensant à tout cela, je réalise que j'aurais dû remarquer les signaux d'alerte. Alexandre a commencé à rentrer tard à la maison, prétextant un manque de personnel à l'hôpital. Les week-ends, les parties de golf avec ses collègues se sont multipliées et nos conversations sont devenues brèves et superficielles. Nos échanges se concentraient davantage sur la routine des enfants et les tâches ménagères que sur nous-mêmes. Lorsque Alexandre a été promu chef de la chirurgie cardiaque au printemps dernier, j'avais organisé une fête surprise pour ses collègues. Il m'a souri et remercié devant tout le monde, mais plus tard, il s'est plaint que je l'avais embarrassé devant la direction de l'hôpital. Ce soir-là, il a dormi dans la chambre d'amis, prétextant une fatigue extrême. J'ai dit à ma sœur au téléphone que le poids de cette promotion était immense. Il prétendait que son nouveau poste impliquait de grandes responsabilités, comme si les hommes à succès devaient travailler encore plus. Ma sœur m'a averti « Les choses changent, Camille ». J'ai ignoré ses propos, pensant qu'elle ne faisait que décharger sa rancœur après son propre divorce raté. Peu à peu, la distance physique d'Alexandre s'est accrue. Il se justifiait en évoquant des interventions de 18 heures pour son épuisement, et lorsque j'essayais de me rapprocher, il se détournait. J'ai acheté de nouveaux vêtements, planifié des soirées en amoureux et suivi tous les conseils des magazines pour raviver la flamme, mais il participait avec lassitude, constamment absorbé par son téléphone pendant nos soirées planifiées. Un soir, après avoir à peine goûté son plat préféré, je lui ai demandé « Est-ce que tout va bien entre nous ?» Et il m'a répondu « Je suis fatigué, Camille. La situation avec les Dupont est compliquée. » Ensuite, il s'est enfermé dans son bureau à la maison et a pris des appels en chuchotant jusqu'à tard dans la nuit. J'ai toujours cru en la confiance et dans la vie privée. Jamais je n'aurais pensé à fouiller dans son téléphone ou ses courriels. Cela relève de l'insécurité,
chose que je, Camille Lefebvre, ne ferai jamais. Puis, à l'approche de notre 15e anniversaire de mariage, j'ai planifié une escapade romantique à Deauville où nous avions passé notre lune de miel. J'avais besoin de vérifier son agenda, alors, pendant qu'il se douchait, j'ai pris son téléphone pour m'assurer qu'il était libre pour le voyage. C'était tout ce que j'avais l'intention de faire. Mais soudain, une notification est apparue. Le message disait « Dr. Isabelle Dupuis hier était incroyable. J'ai hâte de te retrouver. Quand vas-tu la quitter? » Ma main a tremblé en ouvrant la conversation. Il y avait des centaines de messages datant des 8 derniers mois, avec des photos intimes et des projets organisés pendant que j'emmenais notre fille à son récital ou que j'aidais nos jumeaux avec leurs devoirs. C'était une cruauté exposée sans détour. Alexandre préparait une grande surprise d'anniversaire et Laetitia pensait encore qu'il y avait lieu de célébrer quelque chose. Ce message n'était que le début. Mon cœur s'est emballé en réalisant que 15 ans de vie commune se résumaient à ces quelques mots. Alexandre confirmait qu'il entretenait une liaison avec Laetitia et qu'il avait soigneusement dissimulé tout cela. D'un geste calme, je changeai son téléphone, préparai le petit déjeuner comme à mon habitude, lui donnai un baiser d'adieu lorsqu'il partit pour l'hôpital, et plus tard, après que les enfants se furent endormis, je le confrontai. Dans la chambre où nous avions partagé tant de rêves, de larmes et de joie. D'une voix posée, je lui demandai « Est-ce que tu as une aventure avec Laetitia Moreau ?» Sans montrer la moindre surprise, il retira sa montre et la posa délicatement sur la table de chevet avant de répondre « Oui, et alors ?» Il me regarda avec une froideur telle que je ne reconnus presque plus l'homme que j'avais aimé. Je murmurai « Je veux le divorce ». Avec une sérénité presque impassible, il fit un geste englobant la pièce, comme si celle-ci était une prison. J'ai consacré 15 ans à ce mariage et à nos enfants. J'ai 45 ans, si je dois repartir à zéro, que ce soit maintenant. Il me rappela tout ce que nous avions supposément bâti ensemble. Je lui répliquai que j'avais mis ma carrière en pause pour soutenir ses études de médecine, que je gérais la maison, m'occupais des enfants et organisais de nombreux événements pour l'aider à se faire connaître. Il rétorqua, comme s'il discutait d'un contrat, « Tu seras financièrement assuré. Les enfants s'adaptent, ils s'adaptent toujours. » Ce soir-là, il dormit dans la chambre d'amis, tandis que je passais la nuit à repenser aux 15 années écoulées et à me demander si quelque chose avait jamais été réel. Le lendemain matin, avant l'aube, il partit pour l'hôpital, laissant sur le comptoir de la cuisine la carte de visite de son avocat. La vie que je pensais avoir construite s'écroula, et je découvris bientôt que la tache de rouge à lèvres et l'aventure n'étaient que la partie visible d'un immense mensonge tissé depuis le début. La trahison d'Alexandre était bien plus profonde que ce que j'avais imaginé, et son hypocrisie allait bouleverser mon monde, rendant son adultère presque insignifiant. Le jour suivant, après qu'Alexandre eut laissé la carte de son avocat, je pris rendez-vous avec maître Julie Bernard, l'avocate la plus redoutable du quartier latin. J'avais besoin de connaître mes options pour la bataille à venir. Ce soir-là, après avoir couché les enfants en leur assurant que leur père était simplement occupé à l'hôpital, j'ouvris le coffre-fort de la maison. À l'intérieur, je découvris 15 ans de documents financiers, déclarations d'impôts, relevés d'investissement, actes de propriété. En parcourant les papiers, je remarquai des incohérences apparaissant comme des taches sombres, sur un tissu parfait. Des retraits mensuels de 5 000, 7 000, voire 10 000 euros étaient effectués depuis notre compte commun vers une entité appelée Investissement Riverside, sans explication ni justificatif. J'ai appelé la banque le lendemain et, bien que la directrice ait d'abord hésité, elle finit par confirmer mes soupçons. Investissement. Riverside était une société enregistrée uniquement au nom d'Alexandre, et au cours des 2 dernières années, près de 250 000 euros avaient disparu. J'ai demandé à Julie si cela était habituel lors d'un divorce et, ajustant ses lunettes, elle m'expliqua que cela indiquait un stratagème bien plus calculé, sur le long terme. Lors de notre entretien, elle mentionna également le nom du docteur François Leroy, qui avait été évoqué dans une autre affaire. Selon elle, un ancien collègue d'Alexandre avait quitté l'hôpital central il y a 3 ans dans des circonstances pour le moins étranges. Je me souvenais vaguement de François, toujours réservé, dévoué, un peu maladroit, lors des événements hospitaliers, jusqu'à ce qu'il disparaisse subitement du milieu médical. Après plusieurs appels, je réussis à joindre la clinique où François travaillait, un petit centre de santé situé à 40 km de Paris. Lorsque la réceptionniste entendit ma demande, elle se montra d'abord sur la défensive, mais me transféra rapidement à Madame Durand. Sa voix était si pesante que mon estomac se noua.
J'attendais ce contact depuis longtemps. Nous nous sommes rencontrés dans un café proche de chez moi. François avait changé. Le temps avait creusé des rides sur son visage et quelques cheveux gris prématurés parsemaient sa chevelure. En buvant un café noir, il me regarda d'un air clinique et à voix basse déclara « Je savais que ce jour arriverait, mais je n'imaginais pas qu'il se briserait en premier, toi avec ta conscience ou Alexandre avec son arrogance. » Ces mots me firent frissonner tandis qu'il me tendait une clé USB. François m'expliqua qu'il existait des problèmes au sein de la clinique de procréation assistée de l'hôpital central. Plusieurs couples avaient signalé des échecs lors des tentatives de fécondation in vitro, malgré des conditions apparemment parfaites. Il avait remarqué des incohérences entre les rapports de laboratoire et les procédures réelles, de petits détails qui ne concordaient pas. Je me rappelais que nous avions traversé 3 cycles de fécondation pour avoir nos jumeaux et 2 cycles supplémentaires pour notre fille, et chaque échec avait été dévastateur. J'ai découvert discrètement que le directeur de la clinique, le docteur Lefebvre, manipulait les résultats en échangeant des échantillons afin de maintenir un taux de réussite élevé. Lorsque je l'ai confronté, il admit qu'Alexandre était au courant et même complice. Je n'en croyais pas mes yeux. Bien que nous ayons tous deux souhaité avoir des enfants, Alexandre avait sciemment fait en sorte que son propre sperme ne soit jamais utilisé, optant pour des donneurs anonymes afin de préserver les apparences. Je quittais cette rencontre avec la clé USB chauffante dans ma poche et la recommandation d'un service discret de tests génétiques. Ce même soir, après que les enfants se furent endormis, je collectais des échantillons, des mèches de cheveux des brosses, de la salive prélevée sur les brosses à dents et même l'un des peignes d'Alexandre, qu'il n'utilisait plus dans la salle de bain principale. L'attente des résultats me sembla interminable. Pendant ce temps, Alexandre accélérait la procédure de divorce, exigeant des évaluations de garde et affirmant que mon état émotionnel faisait de moi une mère inadaptée. Son avocat envoyait des lettres intimidantes, suggérant que je peinerais à subvenir aux besoins des enfants et proposait un accord qui me laisserait à peine vivre. Malgré tout, je continuais à jouer mon rôle. J'aidais les jumeaux avec leurs devoirs, j'assistais au récital de ma fille et je donnais des réponses vagues lorsque d'autres mamans me questionnaient sur la routine chaotique d'Alexandre à l'hôpital. J'ai commencé à enquêter sur des cas de manquements éthiques dans la médecine et de fraude dans les cliniques de procréation. J'ai découvert des histoires de médecins utilisant leur propre sperme, de cliniques échangeant des embryons et de familles apprenant la vérité biologique des années plus tard. Mais jamais je n'avais trouvé un cas comme le nôtre. Un mari qui, délibérément, empêchait que ses enfants soient biologiquement à lui tout en maintenant l'illusion d'une famille parfaite. Les tests ont été réalisés un mardi matin. La voix de la technicienne était professionnelle et distante lorsqu'elle me demanda si je préférais recevoir les résultats par courriel ou par téléphone. Je murmurais, ayant besoin de voir les preuves de mes propres yeux. Le langage clinique du rapport n'allégeait en rien le choc. Il confirmait que le père supposé était complètement exclu de la paternité de nos enfants avec une probabilité de 0%. J'ai imprimé 3 copies, une pour mon avocate, une pour le coffre-fort à mon nom et une autre que j'ai rangée dans une enveloppe crème arborant le logo de l'hôpital central, prélevé du bureau d'Alexandre. Pendant des semaines, j'ai fait semblant que rien n'avait changé. Je ne tremblais plus à chaque appel et ma douleur s'est transformée en une froide détermination. Il ne s'agissait pas seulement de l'affaire ou de l'argent caché, mais d'une trahison qui avait commencé bien avant la naissance de nos enfants. Alexandre m'avait privé de la liberté de choisir, construisant un mensonge qui avait façonné toute notre vie, y compris mon identité de mère. Avec les résultats du test ADN en main, ma tristesse s'est muée en la décision de démanteler tout ce qu'il avait édifié. J'ai commencé à contacter d'autres familles ayant suivi des traitements de procréation assistée à l'hôpital central pendant que c'était Alexandre qui dirigeait. François m'a remis une liste de 27 couples qui pourraient avoir été affectés. La plupart ont refusé de parler, mais 5 ont accepté de se rencontrer. Les Dupont, par exemple, avaient des jumeaux qui ne leur ressemblaient pas. Les Moreau avaient une fille avec des problèmes de santé inattendus. Et les familles des Peinsalsen, le roi, des Bernard et des Durand racontèrent des histoires de conception miraculeuse après de multiples échecs. Quand le docteur Lefebvre s'est intéressé personnellement au cas, une femme, Madame Jiménez, a pleuré en disant « Nous n'avons jamais compris comment cela était possible ». Ma recherche m'a ensuite conduite à rencontrer Madame O. Lambert, une ancienne infirmière qui avait travaillé dans la clinique pendant 12 ans. Nous nous sommes retrouvés dans son petit appartement, entourés de dossiers et de carnets. « Je pensais que tu avais tout détruit quand tu es parti », lui ai-je demandé. Madame Lambert secoua la tête, amère, et m'expliqua qu'à chaque fois qu'elle tentait de dénoncer, que ce soit auprès de la direction de l'hôpital,
de la commission d'éthique ou même de la police, quelque chose empêchait l'enquête. « Ton mari a des amis puissants, Camille », affirma-t-elle, me montrant des documents datant de 8 ans, avec des sections marquées de mon nom et les dates de nos traitements. J'ai pris des photos de chaque page, de chaque signature, de chaque commentaire accablant, et en partant, Madame Lambert m'a remis une carte avec le contact de l'unité d'investigation éthique médicale, en me disant de chercher l'agent Daniel. J'ai alors contacté cet agent, qui me confirma qu'il montait un dossier contre l'hôpital central depuis 18 mois, mais qu'il n'arrivait pas à briser les barrières protégeant la clinique. Il me dit que mes preuves pourraient être la clé. Je me suis engagée à rassembler tout ce dont il aurait besoin, tout en feignant d'accepter le divorce avec le sourire. Lors des séances de médiation, j'acceptais des modalités temporaires de garde et envisageais même l'offre financière insultante d'Alexandre. Peu à peu, lui, gagnant en assurance, emmenait Laetitia à des événements scolaires, la présentait à nos amis et la faisait passer la nuit dans son appartement du centre-ville. Discrètement, j'ai enregistré nos conversations sur la garde des enfants, photographié des documents et organisé minutieusement toutes mes preuves. Parallèlement, j'ai engagé un détective privé pour enquêter sur le passé de Laetitia. Son rapport révéla quelque chose d'incroyable. Laetitia n'était pas seulement la maîtresse et collègue d'Alexandre. Elle était la fille d'une ancienne patiente, de Madame Laura. Laura avait été opérée par Alexandre il y a 5 ans pour un remplacement valvulaire, une opération qui avait mal tourné à cause d'une erreur grave. Bien que l'hôpital ait disculpé Alexandre en imputant la faute à la patiente, des documents ultérieurs montrèrent qu'il était extrêmement fatigué après un week-end passé à Marseille avec Laetitia. L'erreur avait été dissimulée et la famille avait reçu une indemnité confidentielle. Madame Laura était décédée 1 an plus tard d'un infarctus provoqué par le stress et Laetitia avait changé de nom pour se distancier de ce passé, travaillant patiemment pour s'insérer dans la vie d'Alexandre, d'abord comme collègue puis comme maîtresse. Sa vengeance se tramait depuis des années, tout comme la mienne. Il y eut des moments où j'ai envisagé de la confronter, voire de lui proposer de s'unir, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Tandis que la motivation de Laetitia était brute et émotive, la mienne devait être calculée et précise. Durant le mois qui suivit, je réunis des témoignages d'anciens employés de la clinique, retracé les flux d'argent de l'hôpital central vers Inversion Riverside et des comptes à l'étranger, et obtint des déclarations sur l'honneur de patients lésés. L'agent Daniel construisit un dossier juridique pendant que je démantelais soigneusement l'image mensongère qu'Alexandre avait bâtie. Au cours d'une discussion sur la garde des enfants, j'évoquais, de manière anodine, les traitements de procréation. Lorsque Alexandre tenta de changer de sujet, je lui dis « Ne t'es-tu jamais demandé s'ils avaient hérité de ta maladie cardiaque ?» Son regard se durcit et il admit, d'une voix ferme, avoir fait tester nos enfants à mon insu. Cet enregistrement fut la dernière pièce dont l'agent Daniel avait besoin. Le moment était parfait. Le grand gala annuel de l'hôpital central approchait. Une cérémonie prestigieuse dans le calendrier de l'hôpital. Alexandre avait été choisi pour recevoir le prix du médecin de l'année pour ses contributions innovantes en chirurgie cardiaque et son engagement éthique. Bien que le divorce fût en cours, l'invitation était encore établie à nos 2 noms. Alexandre envoya un message indiquant qu'il emmènerait Laetitia en tant qu'invitée, mais que je pouvais assister si cela ne posait pas de problème. Je répondis que je ne manquerais pas l'événement, en ajoutant « Tu mérites ce prix ». Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais déjà rencontré le président du conseil de l'hôpital pour lui présenter des preuves décisives. Une session spéciale avait été organisée juste avant le gala, où l'agent Daniel dévoilerait l'intégralité du dossier contre Alexandre, le docteur Lefebvre et la clinique de procréation. J'ai passé la journée à me préparer pour la cérémonie, revêtue d'une élégante robe noire, la même robe que Laetitia avait jadis critiquée en me disant que j'en faisais trop. J'ai envoyé un court message à Alexandre, empli de calme, et peu après, j'ai reçu la notification qu'Alexandre et Laetitia allaient célébrer après la cérémonie dans notre restaurant favori, La Belle Époque, où ils m'avaient demandé en mariage il y a 15 ans. Le souvenir d'une bouteille de vin rouge onéreux, partagé 5 ans après nos fiançailles, restait vif dans mon esprit. Le soir du gala, l'atmosphère était lourde de tension. Même si le ciel menaçait d'orage, j'entrais seule dans le grand hall de l'hôtel, vêtue de ma robe noire, les cheveux soigneusement coiffés et mes boucles d'oreilles scintillant au passage parmi les invités élégants. J'aperçus immédiatement Alexandre qui conversait gaiement près de la scène avec Laetitia à ses côtés. Les membres du conseil de l'hôpital se pressaient autour d'eux, riant et admirant l'image parfaite qu'ils projetaient. Pendant ce temps, dans une salle privée, le président et l'agent Daniel venèrent de terminer une réunion spéciale où ils avaient représenté les relevés financiers,
les témoignages de patients et l'ensemble des documents que j'avais rassemblés. Les visages passèrent de l'incrédulité au choc, puis à une résolution ferme. L'équipe juridique d'Alexandre avait déjà contacté le procureur de la République. Alexandre, ignorant tout de tout cela, monta sur scène pour recevoir son trophée de cristal, déclarant « La médecine n'est pas seulement une science. C'est un engagement sacré qui exige l'éthique à chaque instant. » Tandis qu'il parlait, j'observais Laetitia, remarquant la tension dans ses épaules et son sourire forcé. Nos regards se croisèrent brièvement, un signe silencieux entre deux femmes qui avaient découvert le véritable Alexandre Martin. Après la cérémonie, Alexandre et Laetitia se dirigèrent vers La Belle Époque, comme prévu. Je l'ai suivi discrètement, tenant une enveloppe crème contenant la dernière preuve. Dans le restaurant, sous les nappes blanches et la lumière tamisée, bercée par une douce musique, la serveuse me reconnut immédiatement. Alexandre me vit le premier, son expression passa de la surprise à une assurance arrogante. Laetitia tenta de masquer son malaise, mais je m'approchai calmement de leur table et dis « Tu avais annoncé que je viendrais, mais je ne pensais pas réellement apparaître. » Laetitia se montra visiblement mal à l'aise, et Alexandre, interloqué, demanda « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je répondis fermement « Tu sais très bien de quoi il s'agit. Ton secret est dévoilé. » À cet instant, je déposai l'enveloppe crème sur la table. « Félicitations pour ta liberté, » dis-je doucement. Les mains d'Alexandre tremblèrent lorsqu'il ouvrit l'enveloppe et lut le résultat du test ADN. Son visage passa de la confusion à l'incrédulité, puis à l'horreur lorsque la vérité s'imposa. « Kari, c'est réel ?» murmura-t-il. « Alors, tu as veillé à ce que ton sperme ne soit jamais utilisé lors de nos fécondations? Tu as falsifié les rapports et tu as menti sur l'origine de nos enfants? » Laetitia regarda le papier, puis Alexandre sans savoir quoi répondre. Alexandre tenta de reprendre le contrôle en disant « Camille, tu inventes des histoires parce que tu n'acceptes pas notre divorce. » Je rétorquai « Alors explique cette preuve au conseil de l'hôpital. » En désignant l'entrée où les membres du comité et l'agent Daniel attendirent déjà. Le visage empli de colère, Alexandre choisit ses mots avec soin, mais, avant qu'il ne puisse poursuivre, l'agent Daniel s'avança et déclara « Docteur Alexandre Martin, vous êtes en état d'arrestation pour fraude médicale, délits financiers et manquements éthiques, conformément à la loi sur les pratiques médicales. » Le restaurant tomba dans un silence complet pendant qu'il récita les droits. Laetitia resta assise, stupéfaite, et je ressentis que, enfin, justice était en marche. « Après toutes ces années, » murmura Alexandre tandis qu'on le menottait, « tu as eu 15 ans d'une vie parfaite, et moi, j'ai seulement eu besoin de 3 mois pour dévoiler tous tes mensonges. » Ils l'emmenèrent, et Laetitia resta là, regardant sa coupe de vin à moitié pleine. « Je ne savais rien au sujet des enfants, » murmura-t-elle. « Je te crois, » répondis-je, doucement. « Ta mère méritait aussi justice. » Dans les semaines qui suivirent, l'affaire fit la une des journaux médicaux et grand public. Alexandre fut confronté à de multiples accusations, sa licence médicale fut suspendue en attendant son procès, et la clinique de procréation fut fermée pour une enquête complète. De nombreuses familles se manifestèrent, exigeant des réponses sur la véritable origine de leurs enfants. Les répercussions financières furent immédiates. Les avoirs dissimulés d'Alexandre furent gelés et un expert fut mandaté pour retracer chaque euro détourné. L'avenir de nos enfants fut assuré grâce à un fonds constitué avec les sommes récupérées. Après l'audience préliminaire d'Alexandre, le docteur François m'appela. L'hôpital central annonça qu'il mettrait en place une commission d'éthique pour superviser les services de procréation une fois réouverts, et ils me demandèrent d'en prendre la tête. Je remerciais sincèrement et suggérais même de coprésider la commission, car mon point de vue serait précieux. Pendant 15 ans, j'avais été connue comme Camille Lefebvre, l'épouse dévouée, mais désormais, on m'invitait à être moi-même. 6 mois après la cérémonie, je rencontrai Laetitia dans un petit restaurant calme. Notre alliance inattendue s'était forgée pendant la bataille judiciaire. 2 femmes, manipulées par le même homme, unies par leur douleur. « Regrettes-tu » demanda Laetitia, insinuant tout ce qui s'était passé et ce que nos enfants découvriraient un jour. Je réfléchis un instant et répondis « Ils apprendront que leurs origines ne sont pas ce que nous croyions, mais cela ne changera rien à l'amour que j'ai pour eux. Bien que nos vies aient été construites sur des mensonges, j'ai choisi la vérité, aussi difficile soit-elle. »
Ce soir-là, en regardant mes enfants dormir dans la maison que nous conservions malgré les tentatives d'Alexandre pour me chasser, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Non pas de la satisfaction ou de la vengeance, mais un véritable sentiment de liberté. L'illusion d'une famille parfaite s'est effondrée, laissant place à une vie désordonnée, compliquée et entièrement mienne.